Merci, bonjour à tous. Merci à Pascal Astagno et à Hubert Joannet pour l'invitation. Je vais vous parler des infections nosocomiales en gynécologie obstétrique. Alors, la gynécologie obstétrique, c'est bicéphale, hein, c'est l'obstétrique d'un côté et la gynécologie. Je vous rappelle que la gynécologie, c'est à peu près 1 million d'interventions chirurgicales. Et puis, la césarienne, on n'en parle pas, mais c'est aussi l'intervention chirurgicale une des plus fréquentes. Alors, elle n'est jamais comptée dans les chiffres, parce que c'est les GHM d'obstétrique et pas des GHM de chirurgie, mais c'est 140 000 interventions, les césariennes, par an. Aujourd'hui, même avec la baisse de la natalité, on est à 140 000 interventions. Je la passe où, Pascal, sur les... Ici? D'accord, ça marche. Alors, lorsqu'on regarde un peu les données épidémiologiques, le CDC européen notamment, dans les éléments de surveillance, on a la césarienne notamment. Et là, on a quand même des données épidémiologiques qui sont solides pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors nous, on a la chance, vous voyez, c'est toujours plus facile de soigner des gens en bonne santé. Nous, on a la chance de partir d'un couple qui va bien en général, de 2 gens en bonne santé qui ne peuvent que se dégrader. Donc tout va bien. Donc vous voyez que la moyenne d'âge, elle est évidemment jeune, c'est 32 ans, qu'on a des taux de contamination. La particularité de la césarienne, on y reviendra tout à l'heure, c'est que à peu près la moitié des césariennes sont faites en urgence et que lorsqu'elle est faite en urgence, la plupart du temps, il y a une contamination qui se fait par l'ouverture de la poche des os entre l'intérieur de l'utérus et le vagin. Donc entre une cavité qui est censée être stérile et une cavité contaminée. Vous voyez qu'une césarienne en moyenne, ça dure à peu près 37 minutes. En effet, vous avez à peu près 44% des césariennes d'une manière générale qui sont faites dans l'urgence et que l'antibioprophylaxie est faite dans 85% des cas. Donc vous voyez là, les données sont faites sur un peu plus de 100 000 césariennes, donc on a des données épidémiologiques qui sont solides. Hop. Attendez, voilà, ça y est. Le type d'infection, c'est essentiellement des infections de parois. 3/4 des infections sur les césariennes sont des infections de parois. Et après, le quart qui reste se sépare à peu près moitié-moitié entre les infections profondes et les endométrites. On voit que le taux d'infection, il n'est pas très élevé lorsqu'on compare avec les autres types d'interventions qui avaient été explorées par le CDC européen. Vous voyez qu'on a un taux environ d'infection du site opératoire de 1,3%. En général sur les césariennes et d'infection profonde qui est de l'ordre de 0,3%. On retrouve, alors souvent on ne les cherche pas, c'est pour ça qu'on est sûrement la spécialité où on trouve le moins de germes dans les prélèvements bactériologiques, parce qu'en effet dans les abcès de parois, les prélèvements ne sont pas toujours faits. Donc vous voyez, on trouve des germes une fois sur 2, et par contre dans les abcès profonds, à peu près sur les abcès de parois 1 fois sur 3, et sur les abcès profonds 1 fois sur 2. Les germes qu'on retrouve, c'est évidemment, on est dans l'épidémiologie de l'accouchement, donc vous allez avoir, on est dans une chirurgie, dans une grande partie des cas, du staphylocoque, bien évidemment, notamment pour les infections de parois, et puis après tous les germes que vous retrouvez dans les infections materno-fétales, donc en premier lieu le streptocoque, et en deuxième lieu le Escherichia coli, bien évidemment. Alors, les données SPICMI, elles nous aident bien aussi pour analyser un petit peu ce qui se passe. 75% des infections sont faites après la sortie, en général environ à peu près au niveau de J11, et on sait qu'à peu près 20% des patientes vont avoir une reprise chirurgicale, notamment, je vous rappelle, 75% des infections sont des infections de parois. Les facteurs de risque, c'est les mêmes que pour toutes les autres chirurgies, c'est l'obésité, l'hypertension, le diabète, bien évidemment. On voit bien que, vous voyez que le risque d'ISO dans le diabète, il est de 5%, sur l'hypertension, pas loin de 5% aussi, et dans l'obésité, d'un peu plus de 3%. Et on a cette problématique de toutes les spécialités, avec une incidence de l'obésité qui augmente de plus en plus au fur et à mesure des années. Là aussi, on retrouve à peu près les mêmes données que dans les autres chirurgies, donc c'est le score ASA, les classes de contamination. Je vous rappelle la particularité de la césarienne, c'est cette contamination qui se fait par voie ascendante entre le vagin et l'utérus à partir du moment où il y a une rupture de la poche des os. D'accord, les durées d'intervention vont jouer aussi, et le caractère d'urgence. Je vous rappelle, 44% des césariennes sont faites en urgence. Comment on peut améliorer les choses? Bon, là, on revient sur des choses assez classiques dans la lutte contre les infections du site opératoire. Bien évidemment, la détertion et la désinfection cutanée. Là, on voit que dans les études actuellement, ce qui sort quand même, c'est surtout le gluconate de chlorhexidine par rapport à la polyvidone, avec une amélioration, une diminution des infections du site opératoire, du nombre d'endométrites, avec moins d'effets secondaires qu'avec la polyvidone du iodé.
Le badigeon vaginal, ça c'est quelque chose qui ne se développe pas encore suffisamment en France. On a démontré qu'un badigeon vaginal, voilà, c'est une méta-analyse et une Cochrane qui a été faite sur le badigeon vaginal, ça diminue le nombre d'endométrites, les fièvres post-opératoires et les infections de parois. Mais ce n'est pas quelque chose qui est passé dans les pratiques aujourd'hui en gynéco-obstétrique. Les antibiotiques, là maintenant c'est assez facile. C'est la comparaison qui a été conduite entre céphalosporine première et deuxième génération versus augmentin. On voit qu'il n'y a pas de différence. C'est efficace pour réduire l'endométrite et la fièvre maternelle. D'accord. Par contre, on n'a pas de données, et ça on va y revenir sur les bébés. Les recommandations du Collège national de gynéco-obstétrique. D'accord. Bien évidemment, il faut faire une antibioprophylaxie. Le collège ne tranche pas entre la céphalosporine et les pénicillines sur les modes de prévention. Par contre, on va en discuter un petit peu plus loin, c'est à quel moment on fait l'injection. Dans toutes les chirurgies, on dit que l'injection doit être au mieux faite avant l'incision cutanée. Le collège ne tranche pas entre avant l'incision cutanée et après la naissance du bébé. Les recommandations SPIC-MIS-PHAR 2024, c'est de bien de faire l'injection avant l'incision cutanée. D'accord. Le moment d'injection, lorsqu'on l'étudie, on voit qu'il y a un bénéfice à le faire avant l'incision cutanée. La problématique qu'on a, nous, au quotidien, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait une injection d'antibiotiques à une dame avec un bébé à l'intérieur, nos pédiatres vont se dire « Mais attendez, vous avez fait une injection d'antibiotiques, cet enfant a reçu des antibiotiques avant la naissance, donc il est potentiellement infecté avec une infection qui est décapitée. » Et donc on se retrouve avec des enfants qui se retrouvent sous antibiothérapie IV, parce que les pédiatres ne font que de l'antibiothérapie IV pendant 3 ou 4 jours, sans qu'on ait une évaluation correcte de quelles sont les répercussions sur le microbiote dans l'enfant. Et notamment, vous savez qu'il y a une grande discussion, on sait que les enfants nés par voie vaginale ont une contamination lors de la descente dans le vagin qui est utile à leur santé, et comment dire. Et on a tout un tas de discussions sur les allergies alimentaires derrière par rapport à la perturbation que peut avoir le microbiote. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas complètement tranché sur quel moment est le plus utile pour le couple, je dis bien pour le couple mère-enfant, à quel moment on fait l'antibiotique. C'est évident qu'il faut le faire avant l'incision si on veut diminuer les infections chez la mère, mais par contre, on ne connaît pas les conséquences qu'on peut avoir chez l'enfant derrière. Une autre chose qui est peu développée en France, c'est les thérapies par pression négative. Vous savez, les VAC sur les cicatrices de césarienne qui ont démontré qu'on diminuait les taux d'infection du site opératoire. Pour ce qui est de la chirurgie gynécologique, là, les données qu'on a épidémiologiques les plus solides, c'est celles de l'American College de Chirurgie, où vous voyez que, grosso modo, le taux d'infection général en chirurgie gynécologique, c'est à peu près 2,7%, et à peu près aussi 2,7% pour les infections urinaires. On voit que ce qui va influer beaucoup sur le taux d'infection, c'est évidemment la voie d'abord chirurgicale. Lorsqu'on compare les différentes voies d'abord, donc on peut retirer un utérus soit en passant par le vagin, soit en ouvrant le ventre, soit en faisant une célioscopie. On s'aperçoit que grosso modo, si vous ouvrez le ventre, vous avez un risque infectieux qui est multiplié quasiment par 4 par rapport à une voie vaginale ou une célioscopie. Là aussi, comme toutes les interventions chirurgicales, un des éléments qui est important, c'est la durée opératoire. Évidemment, la classe ASA. Et le BMI qui ressort assez régulièrement, et bien évidemment le diabète. Dans les autres facteurs qui ne sont pas immédiats mais qui sont en amont, c'est en effet le tabac, l'antécédent d'AVC et l'anémie préopératoire, on y reviendra tout à l'heure, qui sont des facteurs qu'on peut éventuellement essayer de régler en amont. Là aussi, comme toutes les interventions chirurgicales, toutes les procédures qui vont viser à diminuer les infections du site opératoire, comme la douche préopératoire, l'antibioprophylaxie, le contrôle glycémique, le contrôle de la température pendant l'intervention et puis le changement des instruments pour la fermeture, vont avoir un effet bénéfique sur la diminution des infections du site opératoire, puisqu'on va diminuer on va diviser par 2 le nombre d'infections du site opératoire. Vous voyez, là, lorsqu'on fait ce genre de choses, vous voyez que les infections sont divisées par 2, les infections de parois sont divisées par 2, les infections urinaires sont divisées par 3, les abcès, etc. Et évidemment, la durée de séjour est diminuée. Chez nous, je pense que vraiment aujourd'hui, et c'est aujourd'hui cette synergie qu'il faut utiliser au maximum, c'est que
les préventions des infections du site opératoire, ça rentre dans le package de la réhabilitation améliorée en chirurgie. Et c'est ça vraiment qu'il faut intégrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de réhabilitation améliorée après chirurgie, on parle de réhabilitation améliorée en chirurgie. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une épreuve sportive, vous ne faites pas que l'épreuve sportive, vous vous préparez en amont. Mais une intervention chirurgicale, c'est une épreuve sportive, il faut se préparer en amont. Donc en amont, il va falloir informer vos patients sur ce qu'on va leur faire, comment on va leur faire, pour qu'ils deviennent aussi acteurs de leur prise en charge. Et là aussi, il va falloir optimiser nos chances que ça se passe bien, c'est-à-dire travailler sur tout ce qui est comorbidité, préparation physique si on a le temps, hein, on le voit bien en orthopédie, c'est hyper important. Corriger une anémie, nous on fait des chirurgies très souvent pour des utérus qui saignent, on sait que s'il y a une anémie préopératoire, on aura plus d'infections. Donc si on peut corriger l'anémie en amont, il faut le faire. Et la plupart du temps, on peut le faire, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut mettre les patients, par exemple, pour des gros utérus pleins de fibromes en ménopause artificielle pendant 3 mois, les charger en fer pour les opérer à 15 grammes d'hémoglobine plutôt que les opérer à 7 grammes d'hémoglobine. Donc ça, c'est une préparation en avant. Pareil, on fait une grosse activité cancérologique. Une patiente dénutrie, elle va s'infecter plus facilement et se compliquer plus facilement que si elle n'était pas dénutrie, donc il va falloir la renutrir en avant. Si on peut faire un sevrage tabagique, c'est toujours gagné. En effet, les patientes qui ont un sevrage tabagique, elles s'infectent moins que celles qui sont en train de fumer comme des pompiers. Le jour de l'intervention, ça c'est le grand classique que vous savez, c'est le bloc opératoire. On fait tout en sorte au bloc opératoire, avec la douche préopératoire au bloc opératoire pour que les infections ne se développent pas. Ça c'est quelque chose de classique. Prévention de l'hypothermie péropératoire, là aussi, hypothermie péropératoire, c'est plus d'infections, donc il faut faire attention. Et l'antibioprophylaxie, là on est sur des choses classiques. Le geste chirurgical est hyper important, c'est-à-dire que plus on va faire des techniques mini-invasives, plus on va utiliser de célioscopie, c'est ce qu'on a vu dans les chiffres avant, moins vous aurez d'infections nosocomiales, c'est-à-dire et d'infections du site opératoire. Si vous n'ouvrez pas le ventre, vous divisez par 4 le risque d'avoir une infection péropératoire. Corriger l'anémie, on l'a dit tout à l'heure, éviter l'usage de drains, d'accord, il faut arrêter les drains, ça augmente le risque d'infection de manière notable. Diminution du recours au sondage urinaire, ça c'est fondamental. On nous a appris depuis tout petit que toutes les patientes qui passaient au bloc opératoire devaient avoir une sonde urinaire. Chez nous, c'est un principe qu'on a banni, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patientes arrivent au bloc opératoire, elles ont uriné avant de venir, d'accord, on revérifie bien lorsqu'elles arrivent, est-ce que vous avez uriné, et on ne les sonde plus. D'accord. Si au cours de l'intervention chirurgicale, on s'aperçoit qu'on a une vessie pleine, à ce moment-là, on va la sonder. Ou alors si c'est une intervention où on est parti pour 3-4 heures, on va la sonder. Ça marche. Donc ça, c'est hyper important, c'est prévenir ce genre de suivi. Donc on diminue le recours au sondage urinaire. Et puis après, il y a la sortie. Dès que votre patiente sort du bloc opératoire, si elle a eu une sonde urinaire, on l'enlève. Nous, on l'enlève en salle d'intervention chirurgicale, en général. Et on enlève toutes les possibilités qu'elle a de s'infecter. C'est-à-dire, le cathéter, s'il ne sert à rien, on l'enlève. Souvent, on le garde 24 heures obturé, mais après, on enlève le cathéter. C'est aussi une zone d'infection en moins. Et puis, c'est pareil, on attrape des infections à l'hôpital, donc on les fait sortir rapidement. Donc, la réhabilitation améliorée, ça leur permet d'être alimentés tout de suite, mises debout tout de suite, et de sortir plus rapidement. Une évolution à venir, très certainement. Actuellement, l'essentiel des antibioprophylaxies en chirurgie gynécologique, c'est la céfazoline. Les dernières études qui sortent montrent que si on adjoint du flagyl ou du métronidazole, on diminue encore de manière importante le nombre d'infections. Donc je pense que ça va être les prochaines recommandations qu'on va avoir, notamment sur l'hystérectomie. En conclusion, ces infections du site opératoire, elles ont un impact pour nos patientes, pour nos établissements, pour la santé publique. Ce n'est pas une fatalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le travail, il est dans la prévention, il est en amont de la chirurgie, c'est dans ce qu'on prépare. Appliquer nos protocoles d'hygiène. La surveillance des pratiques, c'est important. Et je dis juste un petit mot avant de finir. Aujourd'hui, on a développé avec l'ACNAM un outil qui s'appelle VisuChir et qui, depuis cette année, va nous permettre d'analyser les taux de réhospitalisation. Et ça va être le début d'un contrôle qualité de nos pratiques et peut-être que ça va permettre aussi d'améliorer notre benchmarking vis-à-vis d'autres établissements et se poser la question pourquoi dans certains établissements il y a 3 fois plus de réhospitalisation que dans d'autres et peut-être que là on améliorera aussi nos infections du site opératoire. Tout ça c'est un travail d'équipe, il faut qu'on continue à prendre conscience des soucis et c'est des efforts à faire en continu. Je vous remercie.